Bonjour, bienvenue. On est une nouvelle édition des Actus d'Alter en direct. Aujourd'hui, on est avec Emma et Nicolas Bellefeuille. Nous allons avoir une émission. Pour commencer, je vais vous présenter nos correspondants. Alors, Emma? Oui, je m'appelle Emma Suarez, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université de Montréal et correspondante en stage pour le Journal des Alternatives. Et moi, c'est Nicolas de Bellefeuille. En fait, je suis en stage aussi au Journal des Alternatives, étudiant en sciences de la communication. Ça me fait plaisir d'être ici pour présenter cette édition des Actus d'Alter. Merci. Alors là, aujourd'hui, on va avoir deux bons articles, trois en fait, bons articles. L'intelligence artificielle qui arrive au Québec, le militarisme qui va nous parler Nicolas, et moi-même, je vais vous parler sur la mort de Pape François. Donc là, sans plus tarder, on va essayer de commencer en souhaitant que vous allez avoir une belle journée. Allez, Emma. Oui, alors la privatisation des services sociaux dans le monde pose des défis considérables pour les équipes sur le terrain. Les nouvelles technologies et leurs méthodes axées sur la productivité et le rendement sont peu à peu intégrées dans les services de santé et le Québec n'y échappe pas. L'application d'intelligence artificielle Alaya Care a été imposée dans les services de soins à domicile dans le nord de l'île de Montréal depuis plus d'1 an. Puis, qu'est-ce que tu trouves que ça va changer la dynamique de la santé? Dans cette dynamique, il y a des privatisations de la santé au niveau québécois. Ça implique une standardisation très importante des soins. Donc, on va venir imposer des temps prédéterminés pour chaque tâche à chaque professionnel de santé. Donc, non seulement leur travail va être scruté, va être surveillé par leurs professionnels, mais en plus, on va leur imposer une productivité nettement augmentée et un rendement qui va être attendu d'eux. Ça me fait penser à Amazon. As-tu vu comment ça a été aménagé, l'aménagement du travail à Amazon? Oui, c'était une même standardisation très importante. Et là, cette application-là, Alaya Care, ce qu'elle impose aux professionnels de santé, c'est qu'en fait, ils dépendent de cette application-là pour avoir toutes leurs données, les dossiers des patients, leur calendrier. Sauf qu'il y a beaucoup de problèmes techniques. Et ça vient poser de gros obstacles. En fait, pendant leur travail, on va leur demander non seulement d'augmenter leur nombre de visites par jour. Donc maintenant, sur une journée de 7 heures de travail, ils doivent voir 12 à 16 patients, qui est une charge énorme et qui les empêche en fait de délivrer un accompagnement humain de qualité. Donc, ils perdent le lien humain qu'ils établissent avec leurs patients à cause de cette standardisation-là. Et c'est bien dommage à cause aussi que ce qu'on voit de plus en plus disparaître, c'est la santé préventive. Parce que le système canadien était en réplique du système cubain, qui c'était un système préventif. Maintenant, les médecins, il va avoir moins de temps de pouvoir s'en occuper. Et comme tu vois, avec l'intelligence artificielle, au lieu de venir à bénéficier, disons, les apprentissages, les traitements, ce qu'on est en train de faire, c'est de contrôler le temps de travail. Oui, exactement. On vient contrôler en fait chaque tâche que les professionnels y font. Et pendant ce contrôle-là, ce qui se passe, c'est que les professionnels de santé, en fait, ils n'ont plus le temps de venir et de s'asseoir, de discuter avec les patients. En fait, ils n'ont plus le temps de créer un lien affectif avec le patient, un lien de confiance. Et donc, la qualité des soins, c'est vraiment l'aspect qui en prend le plus gros coup. C'est qu'on perd la qualité des soins et surtout, on arrête de faire des évaluations au cas par cas. On n'a plus le temps de s'arrêter et d'évaluer vraiment la globalité des besoins du patient. De comprendre, parce que la santé, tu peux les voir par maladie. Non, tu es malade, je te donne un médicament. Ou tu es malade parce qu'il y a un contexte qui te rend malade. Il y a une situation de la maladie. Donc, c'est clair que ce qui t'apporte, c'est vraiment un article critique devant la situation qui, c'est pas du Québec, n'est-ce pas? C'est un peu partout dans le monde. L'intelligence artificielle est en train de s'utiliser et on voit avec ce qui se passe au Québec, les types d'utilisation qui va se donner, qui n'est pas pour améliorer le système de santé, mais bien pour contrôler les professionnels de la santé. Merci beaucoup, Emma. C'est très intéressant votre article et on invite à la communauté à lire en profondeur cet article. Maintenant, on va passer à Nicolas. Nicolas, ça va bien? Oui, très content d'être ici. Génial. Alors là, Nicolas, comment ça a été ton article? Qu'est-ce que
ton article sur la militarisation, surtout autour du Niger. Oui, bien en fait, il y a eu un webinaire qui a été organisé par le Centre tricontinental en Belgique, qui a porté aussi sur la militarisation de certains pays. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'attarder plus sur le Niger et toute la région du Sahel. On sait que depuis 2011, cette région-là, qui regroupe notamment le Mali, le Burkina Faso, est aux prises avec une montée du terrorisme, avec le printemps arabe qui s'est déroulé autour des années 2010-2011. Et on a vu à partir de ça une remise en question de l'idée de la démocratie, en fait. Donc, c'est surtout un côté de, disons que ce pays-là, le Niger, a été beaucoup frappé par des coups d'État. Et à ce moment-là, l'armée décide d'organiser des élections démocratiques et d'élire son prochain président. Mais au fil des ans, on se rend compte que la population est plus ou moins méfiante face à la démocratie. Et il y a toujours cette méfiance-là qui est en baisse. Mais au Mali, il y a quelques années, ça fait pas longtemps, qu'il y a eu un coup d'État. Il y a des gouvernements militaires qui ont déclaré la souveraineté par rapport à la France, qui a été toujours le colonisateur d'une grande partie de l'Afrique. Tant au Burkina Faso, au Mali, il y a eu cette tendance. Dans ton article, tu parles de la militarisation du Mali actuelle. Surtout du Niger aussi, en fait. Ouais. Ben, c'est surtout, disons que dans l'histoire, il y a eu un processus de démocratisation qui s'est fait dans les années 90, où on entre dans cette mécanique-là, on crée les institutions, on crée les employés, on crée ça. Et puis, en 2023, bien sûr, on a encore eu ce coup d'État-là qui vient un peu déstabiliser, parce qu'on a eu cette montée de la démocratie, on l'a construit, on crée une relation de confiance avec la population nigérienne. Mais en 2023, on a eu encore un autre coup d'État qui vient, comment dire, affaiblir cette démocratie-là. Et c'est à partir de ce coup d'État-là, en fait, qu'il y a une partie de la population qui ne croit plus en la démocratie, car il s'était rangé derrière le président qui a été destitué. Et donc, pensant que ce coup d'État-là est en fait une attaque à la démocratie, on voit ici cette perte de confiance envers les institutions démocratiques au Niger, ce qui fait en fait que la France, peut-être certains autres pays européens ont décidé d'envoyer des troupes pour essayer de rétablir l'ordre au Sahel, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, ou même encore là au Niger. Donc, il y a toujours cette tension-là de ces pays-là qui viennent s'impliquer dans ces conflits-là, aux dépens peut-être de d'autres conflits et qui internationalisent, c'est quand même un mot compliqué à expliquer, mais qui rendent ces conflits-là plus extracurriculaires en matière de pays qui s'impliquent dans ces conflits-là. Mais parce qu'il y a comme deux éléments. Un élément, c'est la souveraineté des pays qui ont été historiquement colonisés, mais l'autre élément, c'est la question de l'armement mondial, que ça place aussi dans ton article. Oui. Et je pense que cet autre élément, c'est très important parce que justement, ce qu'on voit avec les génocides en Palestine, en Gaza, c'est comment l'armement qui a été utilisé, c'est aussi une façon de tester les armements pour pouvoir les vendre. La vente d'armes, c'était rendu un des principaux points de l'économie occidentale pour, disons, entre guillemets, supérer la crise, mais c'est qu'on sait bien que c'est pour continuer l'accumulation individuelle du capital autour de la guerre, n'est-ce pas? En fait, c'est sûr que les États-Unis ont amené ce côté envers Israël, un côté très solidaire entre les deux pays. On sait que depuis le 7 octobre, il y a eu 20 milliards de dollars équivalents en aide militaire à Israël. Juste tout ça en un an. C'est quand même beaucoup. Ça représente 1/10 de tout le budget qui a été alloué à Israël. Et quand on parle de cette démocratie-là aussi, on parle d'une démocratie en Israël qui est une démocratie axée beaucoup sur la population juive, qui ne considère pas la population palestinienne comme des citoyens. Et bien sûr, oui, évidemment, bien sûr, les Américains, les gouvernements américains derrière ça financent donc Israël pour maintenir ce côté démocratique qu'Israël pense démocratique, alors qu'on sait très bien que ici, on ne considère pas ça démocratique. Et l'Union européenne, ici, a décidé de rester silencieuse par rapport à ça. Elle n'a pas voulu se prononcer sur ce cas-là, alors qu'il y a quand même beaucoup de droits qui ont été bafoués, même par rapport à la visite du chef
en Hongrie. L'Union européenne décide de ne pas commenter là-dessus. Donc, il y a toujours un petit côté de retrait et de peur par rapport à cet effondrement et à cette solidarité-là entre les États-Unis et Israël. Oui, et justement, l'article la semaine passée qui était écrit, c'était sur comment aux États-Unis sont en train de poursuivre les universités qui ont permis qu'il y ait des mobilisations en solidarité avec la Palestine, chose qui démontre une montée de l'autoritarisme au niveau mondial. Et pour terminer, moi, je vais vous en parler un peu sur la mort du pape François. C'est intéressant de parler du pape François parce que justement, dans tous ces panoramas des ignominies, des injustices, de comment l'Israël est en train de montrer sa capacité de destruction sans que personne ne puisse dire rien. Le pape était un des pas beaucoup de figures internationales qui avaient tout le temps un voix dissident l'Église. Il cherche à que les différentes divisions de l'Église puissent se rencontrer et s'allier, réduire les différences qui étaient construites avant. Il a fait rentrer 5 femmes dans les hauts pouvoirs du Vatican de l'Église, chose qui c'est très, très intéressant. Et il a réussi aussi disons, il s'est battu contre la situation de la faim dans le monde. Puis on sait que c'est juste par le monopole et les spéculations financières autour de l'alimentation. Et lui, il avait dénoncé ça. Il avait essayé de faire l'accord de paix entre les États-Unis et Cuba pour que Cuba puisse avoir les ressources qui s'apprend pour le développement, pour leur propre survivance, n'est-ce pas? Puis, c'était un pape qui n'avait jamais oublié le Sud, n'est-ce pas? Il s'était pris position tout le temps en faveur de l'Afrique, en faveur de l'Amérique latine, de l'Asie, etc. Puis, évidemment, il a fait il y a eu beaucoup de conflits entre lui et les gouvernements d'extrême droite, type Milei, qui est le président argentin, qui est de ce compatriote de pape François, mais qu'il a traité 1000 fois comme l'envoyé du démon. C'était drôle de l'entendre. mais c'est ça, mais lui, il était drôle parce que dans la campagne, il le traitait comme ça, mais après qu'il était élu, il était allé le visiter comme pour adoucir un peu les critiques et tout là. Parce qu'une chose, c'est les discours, une autre chose, c'est la pratique. Et donc là, c'est clair que, disons, pour ceux qui ont connu la religion catholique, on sait que les curés, suivant les papes, on était souvent en faveur du développement du système capitaliste. Et celui-là était différent. L'unité des différences, c'est une preuve de la différence. Le fait de se prendre pour la paix, c'est une preuve de différence. Il appelait à tous les jours à Gaza pour essayer de voir comment c'était l'église, la seule église catholique qui reste au Gaza, qui n'a pas été détruite par l'État d'Israël, parce que l'État d'Israël, il finit pas seulement avec les vies des Palestiniens musulmans, mais aussi catholiques, laïcs, etc. Ça, c'est une autre chose. Et lui, il s'était présenté plusieurs fois avec plusieurs présidents pour essayer de les aider avec la cause palestinienne. Puis c'est opposé à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc là, c'était vraiment un pape qui s'est pris position pour le peuple. Il a combattu à l'intérieur du Vatican la corruption. Même au Canada, il a demandé pardon pour les pensionnats autochtones, que ça ne va pas faire de changement que si à l'intérieur des institutions au Canada, il y a des changements aussi. Mais ça permet de construire un espoir qu'un leader de cette taille puisse se positionner de cette manière-là. Donc là, c'est pour aujourd'hui, on a fait un peu les tours autour des sujets qu'on avait, mais je voulais finir avec un élément conjoncturel important. Là, on est aux élections fédérales au Canada. Le Canada, c'est un des acteurs importants dans le monde entier, au niveau des ventes d'armes, au niveau politique, au niveau de l'environnement. Qu'est-ce que vous en pensez sur les élections? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi qui est en jeu? Est-ce que vous pensez que
quel va être les devenirs qu'on peut attendre? C'est un tournant majeur en ce moment pour la politique canadienne parce qu'on va choisir le leader qui va venir nous représenter et surtout combattre Trump dans cette guerre de tarifs. Donc, c'est une grosse décision que les Canadiens doivent prendre. Le Parti conservateur a aussi marqué un tournant. Il se radicalise de plus en plus avec à sa tête Pierre Poilievre, qui a voté plusieurs fois contre les droits des femmes. Donc, il marque vraiment un tournant très conservateur, plus extrémiste dans la politique conservatrice. Et Mark Carney, qui lui est un peu amené comme la seule personne qui est capable de vraiment faire face à Trump. C'est un grand économiste, un homme de finance, qui du coup aurait l'avantage et le plus de poids dans les négociations économiques contre Trump. Et disons aussi que même Trump a souhaité, a pensé que négocier avec un président libéral, en l'occurrence Mark Carney, un premier ministre libéral, que dis-je, serait plus approprié, serait de meilleur augure pour le Canada. Mais aussi, effectivement, c'est vrai qu'on voit que la population est plus aussi divisée que jamais parce qu'on voit que même dans les sondages, ça commence à peut-être un petit peu plus être serré. Donc, il y a toujours ce petit côté, on peut peut-être assister en ce moment à une division du peuple canadien, comme ce qu'il y a aux États-Unis présentement entre la population démocrate et la population républicaine. Ici, on a une population peut-être un peu plus libérale, une population un peu plus conservatrice. Donc, effectivement, je pense que le débat majeur, c'est surtout Trump, mais il y a aussi toute la question sur le climat, l'immigration aussi, qui sont peut-être un peu plus éclipsées parce qu'on se concentre, on se focalise beaucoup plus sur Trump, mais il y a certaines questions qui sont aussi évitées. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment ces chefs-là vont amener la question qui sont toujours très cruciales. Quand on parle d'économie, quand on parle d'immigration, quand on parle de climat, il y a toujours ça qui revient. Mais là, en ce moment, c'est sûr que le monstre Trump plane sur les élections canadiennes. Donc, à voir comment est-ce que ça va être... Intéressant, mais je dis un des éléments, comme tu dis, c'est les médias s'y mettent au milieu de la scène publique, la question de Trump. Mais il y a des autres questions par rapport, par exemple, à la Palestine. Les Canadiens, avec les libéraux, ils n'ont pas réussi à empêcher la vente d'armes. Ils n'ont pas empêché la vente d'armes à l'Israël. Donc, c'est un élément fondamental, central. Un autre élément, c'est qu'ils ont pensé que toujours il allait être un bon allié des États-Unis. Donc, ils ont été toujours pour le libre-échange et pour accepter et favoriser la façon de vivre aux États-Unis, donc le libre-échange, l'individu, etc. Là, maintenant, ils ont l'hostilité des États-Unis, mais le discours vire encore sur les mêmes situations. Il y a l'NPD, le seul parti qui se positionne à l'encontre de cette dynamique libérale, conservatrice. C'est le seul parti. Et les élections aujourd'hui ils montrent plus que simplement les libéraux conservateurs, c'est aussi la montée de l'extrême droite dans le monde. C'est comme si tout le monde devrait se positionner face à cette dynamique de l'élimination des droits, de l'attaque aux immigrants, de la renforcement de l'armamentisme, de la guerre un peu partout. Vous ne croyez pas un peu... Oui, et surtout une montée dans des politiques plus austéritaires. On voit Pierre Poilievre qui, lui, veut couper les emplois, couper les taxes, il veut couper la bureaucratie, il veut tout couper. Donc, on se demande ce qui va rester, en fin de compte, une fois s'il est élu. Donc, c'est vrai que c'est un tournant majeur dans les politiques un peu mondiales où on voit cette montée de l'extrémisme de droite, de l'autoritarisme et de l'austérité. Moi, je dis plutôt qu'à partir de là, c'est vraiment le 28 avril que tout va se décider. Et le choix reste aux Canadiens maintenant de savoir qu'est-ce qu'ils vont décider pour notre avenir. Merci alors. Donc, merci à tous ceux qui nous ont entendus, ceux qui nous ont entendus aujourd'hui. On va voir la semaine prochaine un autre Actus d'Alter et sur des autres sujets super intéressants. Allez voir notre journal, la page web du journal des alternatives et on continue dans la dynamique de ramasser des fonds pour les fonds jeunesse pour que les jeunes ils vivent cette expérience de l'écriture et du journalisme. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Ciao!